Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le porte-parole du gouvernement, Christopher Gigès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes porte-parole du nouveau gouvernement présidé par Alcide Ponga, mais vous avez aussi la charge de nombreux secteurs. L'économie, le commerce extérieur, la fiscalité, le travail et l'emploi, l'énergie et le numérique. Et enfin, les sujets liés à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça fait pas beaucoup pour un seul homme? Est-ce que vous allez arriver à faire tout ça? Oui, on va y arriver parce qu'on n'a pas le choix, mais ça fait pas beaucoup pour un seul homme parce qu'on a une très bonne équipe au gouvernement. J'ai un cabinet des directions qui sont particulièrement mobilisés et surtout, on a voulu faire des secteurs qui étaient cohérents entre eux. On a voulu faire en fait un secteur de la reconstruction et de la relance économique et qui comprend tous les secteurs que vous avez cités. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de mobilisation, mais la Nouvelle-Calédonie vaut le coup qu'on s'engage pleinement sur cette relance. Alors, c'est toujours un point essentiel au moment de la constitution d'un gouvernement, la répartition des secteurs. Comment ça s'est fait? Et vous, quels étaient les secteurs auxquels vous étiez vraiment attaché, que vous vouliez conserver ou que vous vouliez avoir en charge? Oui, on a eu des discussions avec l'ensemble des formations politiques. On avait mis des lignes rouges sur ce qu'on souhaitait garder. Par exemple, le transport aérien international était une ligne rouge sur notamment l'affectation à Gilbert Thuyennon. On a eu des discussions avec les indépendantistes, avec Calédonie Ensemble et l'éveil océanien. On a eu une majorité qui s'est créée avec Calédonie Ensemble et l'éveil océanien, mais on a une volonté de travailler avec l'ensemble des membres du gouvernement et avec la ligne rouge qu'on ne voterait pas pour un vice-président de l'Union calédonienne. Me concernant, les secteurs que je souhaitais, je les ai eus, parce que je crois que le monde économique a besoin de cohérence, de visibilité, de stabilité, et d'avoir des secteurs qui étaient découpés entre plusieurs membres du gouvernement sur cette partie-là aurait été une erreur, et dans la politique qu'on souhaite mettre en place, qui doit être validée par l'ensemble du gouvernement, je pense qu'il faut à un moment un interlocuteur un peu unique sur cette partie en lien avec le président. Ce qui justifie que vous ayez à la fois l'économie, le commerce extérieur, la fiscalité, le travail et l'emploi, alors qu'auparavant c'était un peu éclaté, hein, ces Oui, je secteurs-là. crois que c'est la première fois qu'un membre du gouvernement en charge de l'économie a le travail et l'emploi, mais c'était important de pouvoir avoir à la fois le code du commerce, le code des impôts, le code des assurances et le code du travail, pour pouvoir simplifier, pour pouvoir prendre des mesures qui sont dans une action volontariste de relance de l'économie calédonienne. L'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, c'est un nouvel intitulé, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire revenir des gens en Nouvelle-Calédonie, ça consiste à ce qu'ils restent en Nouvelle-Calédonie, et le fait de l'afficher clairement, ça pose comme un objectif prioritaire du gouvernement. Aujourd'hui, enfin, avec ce qui s'est passé, on voit que l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, elle a pris un coup, mais néanmoins, on a encore des atouts extrêmement forts en Nouvelle-Calédonie pour faire rester les gens ici, parce qu'on a un territoire qui dispose d'énormément d'atouts, mais on doit mettre en place un plan d'attractivité à la fois pour les investisseurs, comment on fait revenir des investisseurs en Nouvelle-Calédonie, comment on leur garantit la sécurité de leurs investissements et la rentabilité de leurs investissements, quel type de consommateurs on peut faire revenir en Nouvelle-Calédonie avec des avantages fiscaux. Je pense à des retraités européens qu'on pourrait faire venir en Nouvelle-Calédonie en contrepartie d'un avantage fiscal, faire venir des talents avec des dispositifs particuliers sur des filières, sur la partie médicale, ça a été évoqué plusieurs fois sur votre antenne. Et donc ça, il fallait l'afficher comme objectif prioritaire du gouvernement, parce que on a des atouts qui n'ont pas bougé. C'est-à-dire on est le dernier territoire européen de la zone et français, avec des règles de droit qui s'appliquent. On a une position géographique qui n'a pas bougé avec les émeutes et qu'on a une place géostratégique dans la région, et on a des infrastructures qui sont parmi les plus développées de la région. Donc on a tous les atouts pour mettre en place une politique d'attractivité. À nous de la mettre en place. Il y a du travail. Un mot sur le porte-parole, là, c'est une responsabilité qui est peut-être un peu compliquée dans un gouvernement collégial. Comment on fait pour porter la parole de l'ensemble du gouvernement? Vous savez, j'ai déjà été porte-parole pendant le Covid.
Je pense que c'était une période un petit peu compliquée où on faisait des points presse tous les jours. Je pense que ça devrait bien se passer. Surtout, on a eu sur le précédent gouvernement des points presse qui n'étaient plus assurés après les séances du gouvernement. Et on considère, notamment avec Alcide Ponga, qu'on a un devoir de transparence, on a un devoir d'explication des décisions qu'on prend vis-à-vis des Calédoniens et des décisions qui sont adoptées à la majorité. Et donc, je devrais présenter les Donc, décisions toutes les semaines, a priori, il y aura à nouveau un point presse du porte-parole du tout- gouvernement. toutes les semaines à 14 heures, il y aura un point presse du porte-parole du gouvernement que je suis ou de quelqu'un qui me remplacera si je ne suis pas là, ou bien des membres qui souhaitent participer pour présenter leur dossier. Avec Alcide Ponga, on souhaite vraiment que les membres qui portent des sujets fassent des conférences de presse dédiées. On ne peut pas être spécialiste en tout. Isabelle Chamorro fera une conférence de presse sur la rentrée scolaire. C'est Isabelle Chamorro qui fera sa rentrée. Elle s'y connaît beaucoup mieux que moi en termes d'éducation et c'est beaucoup mieux que ce soit elle qui s'exprime. Alors, vous êtes membre du gouvernement déjà depuis 7 ans. C'est votre quatrième président du gouvernement, hein. Vous avez participé au gouvernement de Philippe Germain, de Thierry Santa, de Louis Mapou. C'est pas gentil, Elisabeth, de me rappeler tout ça. Ça me donne un coup de vieux. Ça vous vieillit? Ouais, ça me vieillit. Vous êtes encore tout jeune. Mais vous avez des éléments de comparaison. Quel est le gouvernement d'Alcide Ponga est en place depuis peu de temps. Quelle est l'ambiance? Comment vous sentez les choses? Il y a toujours le problème de la collégialité qui est mise en avant dans les gouvernements de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, ça se passe comment? Ça se passe bien. Enfin, ça fait 7 ans que je suis au gouvernement, donc ça me vieillit, mais je reste le plus jeune membre du gouvernement. Donc depuis 7 ans, donc ça me rassure. Mais plus sérieusement, je crois que chacun est différent. Enfin, où ça s'était très mal passé à l'époque, c'était avec Philippe Germain. J'étais 1 sur 11 à un moment à ce gouvernement. Euh, je l'ai dit, on a de notre côté jamais voulu faire chuter le gouvernement de Louis Mapou avec qui on travaillait bien, on avait tissé des liens de confiance. Aujourd'hui, le gouvernement est tombé, on a une nécessité de reconstruire et de refonder la Nouvelle-Calédonie. Je pense que ça se passe plutôt bien. Il faudra le demander à d'autres. Mais pour ma part, j'aime beaucoup travailler avec Alcide, enfin, que je connaissais déjà, mais qui souhaite vraiment mener une vraie dynamique à l'intérieur du gouvernement qu'on partage. Et je crois que les autres membres du gouvernement le souhaitent également. Alors, vous êtes en charge notamment du secteur de l'économie. C'est véritablement le secteur sinistré aujourd'hui, depuis les violences insurrectionnelles. Euh, on a beaucoup de chiffres ont circulé sur le nombre de pertes d'emplois, le nombre d'entreprises. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui? Où en est l'économie de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle bouge encore, elle survit encore, ou est-ce que vraiment tout est à terre? Elle a été très impactée. On a plus de 700 entreprises qui ont été incendiées. On a eu en tout cumulé plus de 20 000 personnes qui ont touché le chômage partiel. On a environ 100 milliards de dégâts dans le secteur privé. Mais on voit qu'il y a des entreprises qui ont des vrais problèmes de trésorerie. Et j'ai souhaité vraiment, dès la prise de mon mandat, pouvoir rencontrer l'ensemble des représentants des entreprises. Il faut que je continue à faire le tour sur un certain nombre de syndicats professionnels. Tous me disent que la situation est très complexe, mais on voit aujourd'hui qu'il y a encore des gens qui continuent à investir, il y a des gens qui continuent à y croire, et notre devoir au-delà de ça, enfin, c'est d'être à leur côté dans la reconstruction, et d'être à leur côté pour leur dire on va être là pour reconstruire, on va être là pour vous donner un cadre économique qui vous donne de la visibilité, un cadre fiscal qui amène de l'attractivité au niveau local et qui ne punit pas ceux qui créent de la richesse. Et donc vraiment notre job c'est ça. C'est-à-dire que le constat est compliqué, mais l'engagement qu'on a, et ça sera dit dans la déclaration de politique générale, c'est d'être aux côtés des entrepreneurs pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie et reconstruire encore mieux notre système économique. Je prends un exemple, Elisabeth, parmi les priorités. On doit accompagner ceux qui vont prendre la décision de réinvestir leurs indemnités d'assurance dans la reconstruction, mais on doit simplifier, on doit faire un choc de simplification du modèle économique calédonien. On a trop de réglementations, on a trop de choses qu'on demande aux entreprises pour rien. J'ai écrit récemment à toutes mes directions qui doivent me faire remonter aujourd'hui, donc je leur rappelle, des mesures de simplification dans les différentes directions, mais on a des réglementations qui s'appliquent où
l'administration elle-même dit qu'elle ne sert à rien. On demande des pièces qui ne servent à rien. Donc, simplifions, faisons un portail unique pour les entreprises et toute la réglementation qui est superflue, qu'on simplifie. On est 270 000, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle de la simplification, hein, franchement. C'est Ouais, la crise, l'électrochoc du ouais, mais 13 mai va permettre peut-être de vraiment le bah, concrétiser. ouais, de toute façon, il faut que les crises servent à quelque chose. Donc, j'espère que ça servira à ça. Vous savez, je parlais tout à l'heure du Covid. J'ai vu qu'on était sorti du Covid quand on a commencé à me dire que les choses étaient plus possibles à faire. Bizarrement, pendant le Covid, les procédures administratives s'étaient simplifiées, ça gênait personne et ça marchait très bien. Et donc là, quand je dis que j'ai écrit à l'ensemble de mes directions, mais également aux organisations patronales et aux chambres consulaires, pour me faire des propositions pratico-pratiques, qu'on ne soit pas dans l'incantation de dire on va faire de la simplification administrative et puis voilà. Et la simplification, c'est pas que la numérisation. Si on numérise toute la complexité, en fait, ça n'apporte absolument rien. Donc là, on va regarder de manière pragmatique, on s'enfermera s'il faut pendant 3 jours, mais la vie quotidienne de l'entreprise, de sa création aux embauches, on regardera mesure par mesure ce qui sera demandé, enfin ce qui est demandé aux entreprises calédoniennes, et si on considère que c'est inutile ou superfétatoire, on supprimera cette réglementation en garantissant des niveaux de sécurité qui sont importants. Mais il y a des différents dispositifs comme le silence de l'administration vaut accord qu'on mettra en place. C'est pas normal qu'on attende 14 mois pour un dossier de défiscalisation en Nouvelle-Calédonie. Il faut que les politiques priorisent et que derrière, ça se mette en place. Et c'est aussi une source d'économie, j'imagine, de supprimer un certain nombre de textes. Bah, je vous donne un exemple, hein. Si on devait passer, et ça sera un sujet abordé, si on devait passer à un seul taux de TGC, c'est 40 emplois d'économiser à la direction des services fiscaux qui font un travail important, mais qu'on pourrait peut-être mettre ailleurs ou faire des économies pour la suite. Alors, dans ce contexte d'économie qui va mal, il y a un rendez-vous demain en marge des discussions sur l'avenir institutionnel. C'est un forum économique qui doit se tenir à la fois à Bercy et à Nouméa en vidéoconférence. Il y aura les représentants politiques, les acteurs du monde économique et social. Vous allez y assister forcément à Nouméa, hein. Oui, C'est demain, vous n'avez plus le temps de toute façon. Non, j'ai plus le temps et de toute manière, enfin, vous avez cité tout à l'heure l'ensemble de mes secteurs. Je pense que j'ai un peu de travail à Nouméa, donc je le ferai en visio à la CCI avec les représentants des entreprises qui seront présents à la CCI. Alors, c'est quoi? C'est une grand-messe. Il va y avoir le ministre de l'économie et des finances qui sera là. C'est conclu par par le ministre des Outre-mer. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que les Calédoniens peuvent attendre de ce rendez-vous? Ben, déjà réaffirmer le soutien de l'État, je pense que c'est important dans la période actuelle. On a eu pas des tensions, mais des discussions un peu vives avec l'État sur un certain nombre de sujets, mais l'État a toujours été présent à nos côtés depuis le début de la crise pour accompagner la Nouvelle-Calédonie. Là, on est sur un nouveau gouvernement et je pense que ce dialogue avec les forces vives politiques et économiques est important. J'aurai l'occasion d'en intervenir, j'insisterai sur plusieurs points qui sont en relation avec l'État. Premier des points, c'est la sécurité. Il faut que l'État nous garantisse la sécurité des entreprises. Il faut que l'État réaffirme aux entreprises que celles-ci seront protégées. On a encore vu aujourd'hui quelques incendies qui ne sont pas acceptables et qui doivent être réprimandés. On verra si c'est des incendies criminels dans les prochains jours. La deuxième chose, c'est la question des assurances, et notamment de la réassurance. Donc, j'ai eu l'occasion cette semaine de voir Vous avez travaillé dessus, hein, déjà. oui, les principales compagnies donc, qui ont reçu les fonds sur leur compte et qui attendent maintenant les rapports d'expertise qui devraient arriver pour verser. Mais surtout, c'est la question de la réassurance, parce qu'il n'y aura pas de reconstruction sans réassurance des Calédoniens à un prix compétitif. Et là-dessus, on ne va pas tourner en rond 2000 ans. La seule solution, c'est d'avoir un fonds de garantie de l'État qui ne concerne pas que la Nouvelle-Calédonie, qui concerne maintenant l'ensemble des Outre-mer sur le risque émeute. Donc il faut que l'État nous dise qu'ils mettent en place un fonds, si c'est le fonds terroriste, c'est le fonds qui est dédié à ça, peu importe, mais un fonds qui permette de réassurer en Nouvelle-Calédonie. Le troisième point qui concerne le financement du chômage et du chômage partiel sur de la durée.
Il faut qu'on arrête ce qui s'est passé sur la fin de l'année, c'est-à-dire on arrête, on continue, on arrête, on continue. Il n'y a pas pire pour une entreprise que le manque de visibilité et de stabilité. Et donc là, on demandera de la poursuite du chômage partiel jusqu'en juin. Et enfin, on parlera notamment de la partie de l'accompagnement de l'État sur des nouvelles filières en Nouvelle-Calédonie et sur le nouveau modèle économique et des aides qu'on pourrait bénéficier. Ensuite, on n'est pas là pour venir mendier à l'État. On est là pour que l'État nous accompagne dans la transformation de notre modèle économique parce qu'on a beaucoup de compétences. L'État doit nous accompagner et nous permettre de nous réinventer économiquement, mais il y a un modèle calédonien à construire qui est plus attractif, plus compétitif et qui ne punit pas fiscalement les Calédoniens. C'est difficile de trouver le bon équilibre parce qu'on entend beaucoup dire, vous dites l'État a aidé, mais on entend beaucoup dire aussi que l'État veut étrangler la Nouvelle-Calédonie, qu'il pose des conditions impossibles à la réforme. Quelle est votre analyse là-dessus? Comment est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre, le point On, Enfin, la Nouvelle-Calédonie, elle doit faire des efforts et c'est normal que l'État ne fasse pas un chèque en blanc au territoire. On a eu des discussions très vives, notamment avec les fonctionnaires de Bercy, sur la question de la hausse de la pression fiscale. Et toute la classe politique confondue a dit, et ça a été entendu par les ministres, au final ça a été entendu, de dire, dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas augmenter la pression fiscale sur les entreprises, sur les Calédoniens. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on a des chefs d'entreprise qui se posent la question, quand ils vont toucher leur indemnité d'assurance, c'est est-ce que je vais rester en Nouvelle-Calédonie et réinvestir, ou est-ce que je vais capter cette manne et peut-être partir ailleurs? Si on leur dit on va augmenter les impôts, je connais la réponse qu'ils vont avoir. Donc très clairement, faisons un système fiscal attractif, compétitif, qui permet d'accompagner la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, et que les efforts que nous menons agissent sur les dépenses publiques. Et les dépenses des différentes collectivités. Là, dépenses de santé sociale également. Et c'est sur ça que la Nouvelle-Calédonie peut faire des efforts, sur baisser son train de vie en faisant des fusions qui ont été identifiées sur un certain nombre d'organismes. Il y a des organismes qui ne servent plus à rien, il y a des aides qu'on ne peut plus faire, et donc agissons sur les dépenses publiques, mais surtout préservons les Calédoniens de l'augmentation de la pression fiscale. Enfin, en tout cas, je suis membre en charge de la fiscalité, je ne proposerai pas de nouveaux impôts ou d'augmentation d'impôts pour les Calédoniens. On se plaint de Bercy, mais les décisions sont politiques en fait. Et vous connaissez le nouveau ministre de l'économie et des finances? Vous pensez qu'il est dans cet état d'esprit, ou est-ce que demain le forum sera l'occasion peut-être de tester sa position, son positionnement sur la Nouvelle-Calédonie? On avait eu l'occasion de le rencontrer quand on avait été à Paris avec Louis Mapou à l'époque, mais il était directeur de la Caisse des dépôts. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est quelqu'un qui a un vrai pragmatisme et une vraie volonté d'accompagner le territoire. En tout cas, c'est ce qu'il faisait quand il était patron de la Caisse, puisqu'il nous a facilité un certain nombre de financements. Maintenant, il est ministre de l'économie avec un rôle extrêmement important. J'espère qu'il sera toujours dans cette logique d'accompagnement. Vous savez, ce que je disais tout à l'heure, on a des compétences, il faut qu'on construise notre modèle, simplifions, améliorons, diversifions l'économie calédonienne, mais on aura toujours besoin du soutien de l'État pour nous accompagner. Mais on doit se prendre en main, faire des efforts et baisser nos dépenses publiques. Alors parmi les bonnes nouvelles, elles sont rares, donc on va en parler quand même. L'adoption du budget de l'État, les motions de censure n'ont pas été adoptées. Ça comprend le fameux prêt de 120 milliards qu'on attendait depuis des mois. À quoi va servir cette somme? Et est-ce que là, l'État a d'ores et déjà posé des contreparties Ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle parce que on l'avait obtenu à l'époque quand on avait été à Paris, et qu'1 jour plus tard, il y avait la motion de censure et tout était remis en cause. Donc là, que ces 120 milliards soient actés, ça nous donne de la visibilité. Ça nous donne de la visibilité pour mettre en place le différent financement des collectivités, et que les collectivités continuent à fonctionner, de permettre aux régimes sociaux de continuer à fonctionner, et de mettre en place différentes mesures en lien avec la relance économique
économique et la reconstruction économique. Et surtout, ça nous donne de la stabilité et de la visibilité. Oui, les discussions ont commencé à s'engager sur les conditions de ce prêt. Et je crois qu'on est assez en phase dans les discussions qu'on a sur ce que j'ai pu indiquer précédemment dans l'émission, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie doit agir sur une maîtrise et une baisse de ses dépenses publiques et pas sur une hausse de la pression fiscale. Donc on le répète, on le répète, on le répète. Parfois il y a une petite déviance de quelques fonctionnaires de Bercy qui nous disent pourrait peut-être augmenter cet impôt-là. Et non, on reste sur cette ligne. Et je crois que le forum qui se tient, et ça a été dit de toute manière par les différentes délégations qui sont à Paris, que cet accompagnement de l'État, il était vital. Et alors, la destination de ces 120 milliards, c'est déjà fléché, on sait ce qu'on va en faire? C'est à peu près fléché, mais bon, ça reste encore en discussion et on doit en discuter avec les collectivités. Mais en gros, c'est le financement des collectivités, financement des dispositifs sociaux, chômage partiel, financement d'une relance économique, agir sur le système électrique et sur la question des comptes sociaux. Ensuite, il y a des enveloppes complémentaires qui sont liées notamment à l'investissement et à l'investissement public. Là aussi, il faut qu'on soit en capacité de donner une visibilité. Je sais que Thierry Santa, qui est en charge du budget, travaille sur une programmation pluriannuelle des investissements pour qu'on puisse dire aux entreprises, voilà ce qui va sortir en termes de chantier public et en termes de reconstruction. Isabelle Chamorro communiquera prochainement sur la reconstruction des établissements scolaires également. Sonia Backes à Paris a agi sur cette question aussi. Je pense que tout le monde est concentré pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie et qu'on puisse avoir des bonnes nouvelles à annoncer aux Calédoniens, plus que celle-là. Vous parliez il y a un instant de l'attitude de certains fonctionnaires de Bercy. Alors, on a peut-être eu l'illustration, l'exemple la semaine dernière. Il y a cette aide de 27 milliards versée en 3 tranches. Il restait une tranche de 9 milliards qui était conditionnée à la réforme de la TGC. Et il y a une semaine, on a dit que Bercy trouvait la réforme de la TGC insuffisante et que les 9 milliards ne seraient pas versés. Finalement, il y a eu un arbitrage politique. Comment ça s'est passé? Et est-ce que ces 9 milliards, ils vont être versés? Vous en avez l'assurance aujourd'hui? Non, on n'a pas l'assurance, mais on a au moins l'assurance que la décision de Bercy a été prise tout seul. Et on a voulu, avec Thierry Santa, la communiquer publiquement aux organisations syndicales, aux organisations patronales et à la presse, parce que on l'a trouvée un peu hallucinante dans le contexte actuel que cette somme ne soit pas versée. Donc il y a eu un contre-arbitrage de Manuel Valls sur cette décision, d'Amélie Montchanin qui est en charge des comptes publics, et donc l'arbitrage final sera rendu lors de la conférence économique de samedi. J'ai tendance à croire que ça va aller dans le bon sens, mais je l'ai dit plusieurs fois, je suis comme Saint-Thomas. Quand les 9 milliards seront sur le compte de la Nouvelle-Calédonie, je serai définitivement rassuré. Mais s'il ne l'était pas, ce serait vraiment un coup dur, ça, Ah oui, notamment pour le financement du chômage ou pour... Notamment pour le financement du chômage. Enfin, on attend, aujourd'hui, on est en vrai risque de trésorerie sur le chômage courant février ou courant du mois de mars. Mais ensuite, même les représentants de Bercy nous ont indiqué que dans tous les cas, le chômage serait soutenu. Donc là, si on peut avoir plus, ça nous donne un petit peu d'air pour la suite. Le PS2R, qu'est-ce qu'il devient? On sait que c'est le plan qui avait été préparé par le gouvernement. Vous y aviez été associé très directement par le gouvernement Mapou. Aujourd'hui, est-ce qu'il est remis en cause ou est-ce qu'il existe toujours ce plan de sauvegarde, de reconstruction et de refondation? Ça appartiendra au président du gouvernement dans sa déclaration de politique générale qui tiendra quand il reviendra de Paris, de dire si on l'appelle PS2R, si on trouve un autre nom, enfin peu importe le nom, l'important c'est les actions qui sont dedans, et il y a un travail extrêmement important qui avait été mené de concertation avec les acteurs. Et donc il n'est pas question de refaire un travail qui a déjà été fait. Il y a des mesures qui sont importantes et qui sont urgentes, surtout dans mon secteur, sur la partie relance économique, reconstruction et simplification. Pour ma part, pour ce qui me concerne, et je ne parlerai pas pour les secteurs de mes collègues, je compte mettre en œuvre les actions qui sont mises dans le PS2R, parce que c'est des actions qui ont été concertées avec les différents acteurs économiques. Parmi vos secteurs, il y a celui de l'énergie dont on n'a pas parlé. Vaste sujet avec
bien sûr toute la notion de transition énergétique. Il y a eu une petite polémique à la suite d'une adoption par le Congrès d'une taxe photovoltaïque que Petite. les, petite, que les usagers n'ont pas compris. On en Et est ils où? ont raison. C'est rectifié, ça va l'être? Et ils ont totalement raison de ne pas comprendre cette taxe. Enfin, on a des Calédoniens qui ont fait le choix d'investir dans du solaire, de participer à la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Et le Congrès a décidé par amendement en octobre ou en novembre de l'année dernière de venir taxer ces installations photovoltaïques en spécifiant que c'était juste pour la revente enfin, des tarifs de rachat. Mais en fait, ça touche absolument tout le monde, même ceux qui sont en autoconsommation. J'avais eu l'occasion de dire sur votre antenne que j'étais totalement opposé à cette taxe et que quand j'aurai l'opportunité de le faire, je proposerai un texte qui la supprime. Donc je proposerai un texte comme promis, comme je l'avais indiqué, mercredi 12 en séance du gouvernement. J'espère que j'aurai une majorité pour accompagner ça. Je pense que les Calédoniens qui participent à la transition énergétique, qui voient leur facture d'électricité augmenter avec la hausse du prix, enfin, il est juste délirant de leur faire payer une taxe sur le solaire. Et C'est délirant. ce sera rétroactif, ça va annuler Non, l'amendement malheureusement, on qui ne peut avait... pas Non, faire de rétroactivité, mais d'accord. enfin, il y aura eu un mois ou 2 mois de pays. Le Voilà. gouvernement est tombé entre Ouais. les deux. Voilà. Autre secteur qui, quand même, dont on parle relativement peu, alors qu'il est quand même essentiel pour la Nouvelle-Calédonie, c'est celui du nickel. On en est où? Alors, c'est pas l'un de vos secteurs directement, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on se penche sur la situation des trois usines? Est-ce qu'il y a éventuellement des repreneurs qui se dessinent? Est-ce qu'il y a des usines qui vont reprendre? Bon, la SLN, pour l'instant, est vraiment la seule à véritablement fonctionner. Hmm. Bah, les situations sont vraiment différentes entre les usines. La SLN, on continue à travailler avec la SLN sur l'amélioration de la compétitivité, notamment au niveau de l'énergie. Donc, là aussi, on a sollicité auprès de l'État un accompagnement qui était prévu dans le pacte nickel. Ce qui est important, c'est de leur donner des exports aussi. Enfin, il y a tout un tas d'exportations qui sont bloquées. Ce qui était important, c'est que les sites puissent réouvrir. Donc, là, les principaux sites refonctionnent. Il y a Thio et Naketi qui posent problème et enfin, où il y a eu des licenciements qui ont été réalisés. Et je pense que les populations locales doivent aussi indiquer à leurs voisins, ceux qui bloquent, que c'est leur travail qui pénalise. Sur l'usine du Sud, Sonia Baquès et Gilles Brial ont eu l'occasion de voir le ministre de l'Industrie pour réaffirmer le soutien de l'État sur l'accompagnement de l'usine du Sud. Il y a toujours un groupe sud-africain qui est particulièrement intéressé, qui est venu plusieurs fois, qui a envoyé une compagnie d'audit pour auditer l'usine avec des conclusions extrêmement positives. On voit que l'usine tourne bien pour le Sud. Enfin, on a eu les niveaux de production Elle a pu elle a redémarrer. pu redémarrer, on a réussi à la réalimenter en électricité. Ça a été compliqué, mais on a réussi à le faire et il faut que cette usine tourne, il faut que les gens puissent travailler et puissent fournir du nickel. Ensuite, il y a la question de l'usine du Nord, où il y a un groupe indien qui est venu plusieurs fois, avec qui on a eu des échanges très directs sur les conditions qu'ils pouvaient demander. Il faut que le Nord soit en capacité de reprendre également. Et si on devait avoir toutes les usines qui se remettaient à fonctionner en 2025, je pense que ça serait une très bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. Mais c'était très compromis il y a quelques mois. Ça devient très possible aujourd'hui. Un pacte nickel aujourd'hui, un nouveau pacte nickel, c'est envisageable? C'est une chose dont vous pouvez parler éventuellement au ministre de l'économie? Oui, c'est souhaitable. Enfin, c'est même souhaitable qu'on fasse un nouveau pacte nickel qui soit adopté par la Nouvelle-Calédonie, l'État et les différents opérateurs. Mais là aussi, il faut que l'État dise ce qu'il attend du nickel calédonien. Est-ce que le nickel calédonien est important pour la France et pour l'Europe? Est-ce qu'on est stratégique pour la France et pour l'Europe sur la question du nickel? Il faut que ça soit dit une bonne fois pour toutes. Parce que on voit les États-Unis, on voit la Chine, on voit l'Indonésie
a une politique de stock de réserves stratégiques. Et là, aujourd'hui, l'État nous aide beaucoup, énormément sur la question du nickel. Mais il ne nous dit pas on a besoin de stocks stratégiques. Alors que le nickel a été classé comme métal stratégique au niveau de l'Union européenne. Et ça, il faut vraiment que l'État se positionne pour qu'on puisse alimenter la filière européenne de batteries et que la Nouvelle-Calédonie soit le porte-avions économique de l'Europe dans le Pacifique. Et c'est ce qu'on souhaite. Et on attend que l'Europe le souhaite également. Ça va être abordé demain éventuellement dans le forum Je ne économique suis pas sûr qu'il y ait une séquence nickel, mais en tout cas, je sais que ça a été abordé par plusieurs représentants à Paris sur cette question. Alors, en toile de fond de ce forum économique et puis de cette actualité économique, il y a des discussions bilatérales sur l'avenir institutionnel qui ont commencé à Paris cette semaine. Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous vous tenez au courant? Et est-ce que vous pensez qu'un accord est possible? Bah, je me tiens au courant naturellement, mais enfin, je vous dis, c'est l'intérêt d'avoir une bonne équipe dans laquelle on travaille, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'occupent de la partie institutionnelle et qui sont mandatés pour ça et qui discutent sur cette partie. Moi, j'ai beaucoup de travail en Nouvelle-Calédonie sur la partie économique. Je crois qu'aujourd'hui, on a une position de l'UC voilà, qui est celle de l'UC assez traditionnellement de bloquer des choses. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et propose à la fois une méthode, un calendrier et un projet. Les non-indépendantistes ont fait le travail pour présenter un projet uni à Paris. Je crois que cette unité, elle est essentielle surtout pour la suite avec les variantes du projet, mais je crois que maintenant l'État a vu tout le monde et l'État doit dire comment ça doit se passer pour la suite. Parce qu'une solution institutionnelle, un accord sous quelque forme qu'il soit, ça contribue aussi à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Clairement, mais c'est pas suffisant. Enfin, bien entendu, enfin, moi je souhaite qu'un accord institutionnel soit acté, ça donnera de la stabilité et de la visibilité aux investisseurs, mais avoir qu'un accord institutionnel et pas le cadre économique qui va avec, ne sera pas suffisant pour faire revenir des investisseurs ou des consommateurs. Il faut qu'on soit en capacité de donner du travail aux gens, qu'on soit en capacité d'avoir un cadre économique et fiscal qui disent on peut investir et on peut bien vivre en Nouvelle-Calédonie. Enfin, et ça, c'est purement ma partie au niveau du gouvernement. Je crois qu'il faut pas se mêler de tout. On fait confiance à la délégation qui est sur place. Ils sont très courageux dans les discussions qui sont menées. On les soutient à 100%. Et nous, on fait le travail à Nouméa pour ce qui nous concerne. Beaucoup de travail d'ailleurs. Beaucoup de travail. Je vous garantis que mon cabinet et mes directions ne s'ennuient pas. Merci Christopher Gilles d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Transparence. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Il sera disponible en audio et vidéo dans quelques instants sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.